sont... Je te fais un petit stop. Non, quand même. Éteindre mon téléphone. Bonjour à tous. On va commencer d'ici une petite minute. Merci d'être à l'heure. J'éteins mon téléphone. On m'entend? Non, t'inquiète, c'est juste pour passer. Tu peux mettre le clic là pour passer le diapo. Dans la diapo comme ça. Là c'est bon. Ok. Bonjour à chacun d'entre vous. Bienvenue dans mon bureau. Jean-René Lemeur, responsable du pôle social de la FNOGEC. Je suis accompagné de Thomas Leclerc, qui est monsieur Isidore et qui réalise le webinaire aujourd'hui. Un webinaire qui devient habituel, un webinaire de rentrée, qui a comme support le diaporama de rentrée du collège employeur. On va tous ensemble lire et relire. Alors, les informations seront concentrées, bien entendu, sur les données et les éléments et informations de la rentrée sociale. Donc, on va évoquer une quarantaine de diaporamas, quarantaine de diapos de ce diaporama, et on n'évoquera pas des questions relatives aux IRP et au CSE, qui font partie de la deuxième partie de ce diaporama de rentrée. On va évoquer des questions relatives à l'évolution du champ conventionnel, des questions d'actualité autour du RGPD, du prélèvement à la source, évoquer très rapidement la NAO, puisque de toute façon nous sommes à mi-octobre, donc on espère et on suppose que tout cela a été mis en paye, faire un point sur les négociations en cours et revenir sur les évolutions en matière de santé et de prévoyance. Mais je crois que vous avez reçu de toute façon les informations dans le cadre de la lettre EP santé et des notifications des taux de cotisation de prévoyance pour l'année prochaine. Alors on est 522, suivant la police, à échanger. N'hésitez pas à nous poser des questions en live. On a eu très peu de questions qui ont été posées en amont de ce webinaire, qui a été organisé dans des délais assez restreints, on s'en excuse. Donc n'hésitez pas tout au long de mon intervention à poser des questions et on essaiera dans un gros quart d'heure d'y répondre. Une question a été posée, je l'évacue tout de suite, une question a été posée sur la retraite et l'évolution en termes de retraite complémentaire, notamment des cadres et de la fusion des régimes AGIRC et ARCO. Je vous invite à vous reporter au diaporama qui a été réalisé pour la journée sociale du 1er octobre, dans lequel il y a dans le détail les conséquences de la fusion AGIRC et ARCO sur le taux de cotisation appelé à compter du 1er janvier 2019 et sur l'attribution de points que cela engendre et donc les modifications. Vous me posez la question de savoir s'il y avait des réflexions sur la prise en compte de cette évolution de la retraite complémentaire dans la branche. Pour l'instant, on y travaille. Rien n'est décidé. De manière un peu intuitive, on peut imaginer qu'il n'y aura pas de relèvement du taux de cotisation de la retraite, mais ça sera soumis à la négociation. Donc, nous verrons comment y travailler. Peut-être que il y aura des solutions un peu pour accompagner le différentiel de points de retraite pour les cadres, et notamment en dessous du salaire filière, donc ils perdront la GMP, pour faire simple, dans le cadre de nos discussions sur les PEI et PERCO
dans le plan de départ de retraite que nous devons aborder en 2021 dans le cadre de l'accord de méthode dont on va parler dans quelques minutes. Donc, bonjour encore une fois à chacun d'entre nous et ceux qui ont un petit peu de retard. Donc on va attaquer le webinaire dans sa lecture. On va passer les diapos assez rapidement. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Et nous avons une petite innovation technique pour ce premier webinaire de rentrée, ce deuxième, pardon. On va vous faire passer des questions au nombre de 4 ou 5 de mémoire sur certaines diapos. Alors, le diapo 6, 7, 32, 33 et 46. Donc, rendez-vous à ce moment-là et on vous fera un petit jingle pour les plus anciens d'entre nous. Vous vous souviendrez bien sûr des 45 tours que nous avons. Thomas, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les 45 tours où nous lisions dans notre manche-disque. Il fallait tourner la page du petit livret. Et je me souviens avec passion, enthousiasme et émotion de certains Bernard et Bianca, où il fallait tourner la page à la petite clochette. Donc, rendez-vous en diapo 6, 7, 32, 33, 46 pour les petites clochettes du 45 tours. On avance. Dans le diaporama de rentrée, nous souhaitions commencer sur 3 sujets qui nous paraissaient importants dans l'actualité et dans l'évolution législative et réglementaire. Rappeler un élément important sur lequel nous n'avions sans doute pas suffisamment communiqué suite à l'adoption de l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui rend caduques les discussions que nous avons pu avoir dans le cadre des licenciements pour motif économique ou pour inaptitude, à savoir si nous avions une obligation de reclassement des salariés qui faisaient l'objet d'une telle procédure, un reclassement sur les établissements du diocèse ou non, au niveau national, etc. Nous avions combattu l'idée que l'enseignement catholique était un groupe en allant jusqu'à la Cour de cassation. Nous avions convaincu la Cour de cassation sur le fait que nous n'étions pas un groupe, mais que nous avions des activités fédérales, associatives, et que nous étions une branche et non pas un groupe. Et le législateur a modifié le Code du travail en ce sens, en déniant la qualité de groupe à des fédérations d'associations. Maintenant, pour être un groupe et pour déterminer un périmètre de reclassement dans le cadre du licenciement pour motif économique ou du licenciement pour motif lié à l'inaptitude, il faut être une société commerciale. Seuls les liens capitalistiques sont reconnus pour déterminer si oui ou non il y a un périmètre de reclassement. Donc, inutile de solliciter l'ensemble des établissements du diocèse, la DDOC, la FINOGEC, les UDOGEC, les UROGEC, etc., dans le cadre d'une simple obligation de reclassement. Ce n'est pas une obligation. Libre à vous, après, d'accompagner, bien entendu, les salariés concernés pour envisager de leur trouver un emploi qui correspond à leurs compétences, leurs connaissances et leurs capacités de travail. La loi du 5 septembre 2018 a modifié le Code du travail en intégrant les CUI, CAE dans le calcul des effectifs pour le comité social économique, donc nouveau nom du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Jusqu'à présent, les CUI, CAE, enfin les salariés en CUI, CAE, n'étaient pas compris dans les effectifs. Désormais, on doit les comptabiliser pour le bénéfice, bien entendu, de l'ensemble des dispositions relatives au CSE, mais dans l'effectif, c'est-à-dire que les salariés concernés intègrent les seuils d'effectifs de 11 et de 50 salariés. Donc ça peut changer un peu les calculs pour les gens qui sont au seuil. Calcul d'effectifs uniquement pour les élections du personnel, pas sur d'autres obligations sociales, d'autres seuils. Je pense au règlement intérieur, je pense au seuil d'effectifs liés au calcul de certaines cotisations. C'est uniquement sur cette intégration uniquement pour les élections du CSE.
Nous souhaitions évoquer, et vous l'avez sans doute vu pour ceux qui se sont attardés à la lecture de ce diaporama, insister sur deux sujets d'actualité, ayant une logique juridique évidemment, mais plutôt liée à des logiques de communication à destination des salariés. Je vais parler du RGPD et du prélèvement à la source. Un petit rappel sur le RGPD, un référentiel général d'application de ce règlement général des protections de données est intégré dans Isidore. Alors, normalement, vous avez la petite clochette qui s'allume à votre droite, la petite clochette Bernard et Bianca Isidore, sur un référentiel d'utilisation. Donc, vous avez un certain nombre de questionnements, des informations, de la documentation sur le RGPD, sa philosophie et quelles sont les solutions opérationnelles que je dois mettre en place. Moi, je vous alerte, je suis loin d'être spécialiste en la matière, je reviens sur le fait que le RGPD, il ne faut pas en faire une maladie. Tout le monde agite des drapeaux RGPD à droite et à gauche, etc. RGPD, c'est essentiellement, vu de ma fenêtre, une gestion des données, savoir si on a des données, des informations personnelles et sensibles, et savoir ce qu'on en fait et comment on les traite. Et non pas, on ne doit pas s'interdire non plus de les traiter, c'est juste une question de transparence et de gestion de celle-ci. C'est peut-être ce qu'il faut dire d'ailleurs aux salariés pour éviter toute incompréhension, et c'est le pari que nous avons fait en réalisant dans Isidore une note d'information à disposition des salariés qui reprend les éléments clés du RGPD. Et donc vous pouvez utiliser Isidore dans son volet social cette fois pour télécharger un document à destination des salariés, et grâce à Isidore vous pouvez télécharger ce document et par publipostage le personnaliser, ce qui permet ensuite de donner pas une force juridique à celui-ci, mais en tout cas de donner une date certaine à la remise de ce document. Dans l'accompagnement dans le volet RH des RGPD, on a modifié le modèle des clauses de contrat de travail en intégrant dans le préambule des contrats de travail une mention de RGPD, comme on l'avait fait sur la DSN, informer et avertir le salarié du traitement personnalisé des données. Prélèvement à la source, écoutez, même logique. On a essayé de simplifier les éléments d'information à délivrer aux salariés. Vos éditeurs de paie l'ont fait. Vous avez de la documentation sur le site impôt.gouv.fr. Tout est dit, tout est fait, etc. Alors, des communications qui sont un peu curieuses parfois, parce qu'on revient sur le taux, par exemple, de prélèvement. Donc, nous, on a fait une note d'information un peu plus light, un peu plus légère à destination des salariés. Utilisez-la si vous le souhaitez. Mais bon, ça ne mange pas de pain. Et encore une fois, ce sera peut-être une bonne occasion d'utiliser l'outil Isidore et les téléchargements de documents généraux à destination des salariés par voie de publipostage. Avant d'évoquer les évolutions en termes de garantie en santé, en termes d'accord NAO, de formation professionnelle, etc., on voulait faire un point sur la négociation qui a commencé dans le cadre de l'harmonisation des conventions collectives que nous avons fusionnées dans le cadre de la convention collective PNL. On vous a fait un rappel de l'ensemble des missions de la branche. Bloc 1, bloc 2, je vous laisse découvrir toutes ces thématiques qui sont du ressort de la branche. Une seule chose à dire, c'est que le principe aujourd'hui, c'est la négociation d'entreprise, tout en sachant qu'il y a 17 thèmes qui sont du ressort de la branche, où l'accord d'entreprise que vous êtes susceptible de négocier ne peut pas ou intervenir
C'est le cas, par exemple, du temps partiel, c'est le cas du renouvellement de la période d'essai, par exemple, c'est le cas de la création d'un CDI de chantier ou d'opération, on aura l'occasion peut-être d'y revenir, ne peut pas, c'est pas son champ d'intervention, donc ça c'est interdit, sens interdit, et certains thèmes, un peu sur la santé par exemple, ou l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés par exemple, où là l'accord d'entreprise ne peut pas déroger, c'est-à-dire être moins favorable à l'accord de branche si jamais celui-ci est signé. Voilà, c'est un rapide rappel qui avait été inséré dans divers documents qui vous ont été adressés ces derniers mois. Tout ça pour vous dire que dans le cadre d'un accord de méthode que nous avons signé dans le cadre de la convention collective EPNL, au mois de juillet dernier, nous avons fixé un ordre de marche pour ces 3 prochaines années, donc l'animation du dialogue social pour ces 3 ans, voire 3 ans et demi, parce qu'il y a quelques thématiques qui dépassent dans le cadre de ce calendrier, qui dépasse la date du 30 avril 2021. Et je parlais de la retraite complémentaire tout à l'heure, ça fait partie des sujets qui seront sans doute traités dans le 2e semestre 2021 ou en 2022. Donc, méthode et calendrier, voilà dans les 3 prochaines années ce sur quoi nous allons travailler pour faire évoluer la convention collective que je cherche sur mon bureau, doit être par là. La convention collective va être revue, corrigée. Jusqu'à présent, on vous a dit que rien ne changeait, donc effectivement rien n'a changé ces derniers mois, mais là, le changement n'est pas encore maintenant, mais il se préfigure, et donc nous avons commencé à travailler sur, vous le voyez sous vos yeux, sur le calendrier, et nous avons commencé à travailler sur un certain nombre de ces sujets. Une chose est sûre, c'est que tous les sujets vont être débattus. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il y a des obligations de négociation en branche, c'est le bloc 1 que vous avez vu passer tout à l'heure. Les partenaires sociaux de la branche ont souhaité tout voir parce que c'était aussi le moyen d'harmoniser, ou de tenter d'harmoniser l'ensemble des dispositions de la convention collective. Nous avons commencé à travailler sur le temps partiel et les formules contractuelles nouvelles qui nous permettent d'envisager le code du travail. Je vous parlais tout à l'heure du CDI d'opération, il y en a d'autres, il y a le CDD à objet défini, il y a une discussion autour du CDD d'usage dans les activités d'enseignement ou proches de l'enseignement. Donc tout cela est en train d'être débattu. Il y a un certain nombre de groupes de travail qui ont été menés, des négociations qui ont commencé. Bien sûr, on ne peut pas déflorer les négociations avant qu'un texte ne sorte. On pense qu'il est possible d'avoir un accord sur le temps partiel avant la fin d'année civile, donc c'est-à-dire dans 2 mois, et sur les contrats, on ne devrait pas être très loin. Parallèlement à cela, nous travaillons sur la pénibilité, le handicap et les conditions de travail. Donc vous voyez, c'est le premier pilier à votre gauche. Cela, ça ne va pas avoir un impact direct dans la gestion des entreprises et des établissements dans lesquels vous exercez. On est surtout dans un travail d'appropriation des problématiques, d'audit de ces problématiques-là. Et dans ce cadre-là, un certain nombre d'entre vous, si vous nous accueillez, seront sollicités par des cabinets spécialisés pour qu'on étudie les postes et les conditions de travail qu'il y a sur ces postes-là, pour qu'on puisse envisager, si jamais il le faut, un travail sur la prévention en termes de conditions de travail et le cas échéant, des décisions pourraient être prises sur la pénibilité, qui aujourd'hui sont identifiées sur le travail de nuit, et notamment pour les responsables et les surveillants d'internat, mais peut-être que l'audit nous conduira à travailler sur d'autres sujets. J'en reviens sur le temps partiel et les contrats. Là encore, je fais appel au peuple, et là on est 500, donc je ne sais pas comment on arrivera au port, mais nous sommes 500, et donc merci de nous faire remonter
les difficultés que vous pouvez avoir sur l'application de l'accord temps partiel de 2013. On a intégré un certain nombre de difficultés. Vous vous êtes exprimé depuis 2013 sur ces sujets. On sait que les six demi-journées peuvent être un peu difficiles. Le défaut d'avenant temporaire pourrait être traité. La durée, est-ce que le volume de 17h30 est un sujet en soi? Nous, on le pense, donc on a fait des propositions dans ce sens-là. Les interruptions d'activité et la possibilité de déroger par voie de contrat de travail sont des options sur lesquelles nous souhaitons négocier. Donc, encore une fois, nous, on est à votre écoute. N'hésitez pas à nous faire part de vos difficultés et des volontés de modification de l'accord. On est là pour vous représenter, donc n'hésitez pas, encore une fois, à nous solliciter ou à proposer des solutions opérationnelles. Nous avons négocié l'année scolaire passée un accord sur le dialogue social. Alors tout ça est assez éloigné de vos problématiques, j'en ai conscience. C'est plutôt des logiques d'organisation des commissions qui nous sont propres, commission paritaire nationale, mais commission paritaire régionale également. Donc on a fait un point, on avait mis ces informations-là dans l'arc-boutant du mois de juillet ou août. Je salue Marine au passage, pardonnez-moi. Donc je voulais insister sur 3 sujets. Rappeler qu'il y a des possibilités de conciliation, puisque les CPR vont être remis au goût du jour, donc les salariés pourront sans doute saisir la conciliation. Donc là, on a un peu de travail de mise en place, de remise en place de ces CPR. Un règlement intérieur a été adopté, donc les CPR vont être mis en place petit à petit, et vous aurez les coordonnées des CPR à saisir ou à interroger dans Isidore. Je souhaitais surtout insister sur un des éléments, parce que là, ça peut avoir un impact direct sur votre vie quotidienne. Les salariés qui représentent les organisations syndicales au sein des commissions paritaires régionales et nationales sont protégés, à l'instar d'un délégué syndical. Donc, veillez à suivre ces mandats. Si un salarié, encore une fois, si un salarié siège en CPR ou en CPN, il est protégé comme un DS. Alors, en règle générale, ils sont délégués syndicaux eux-mêmes ou membres des CSE, donc ils bénéficient de toute façon de cette protection, mais certains d'entre eux peuvent très bien ne pas avoir de mandat dans l'établissement et en avoir un en commission paritaire régionale. Donc il faut gérer ces mandats, être informé de celui-ci et les gérer, et vous aurez un outil de gestion de ces mandats dans Isidore. La loi Rebsamen, la loi El Khomri et les ordonnances ont un peu modifié les règles de négociation en entreprise, en imposant, parmi les autres obligations, en imposant une information et un dépôt à l'Observatoire du dialogue social. Je vous ai mis les références de cette obligation du Code du travail sur la gauche. L'obligation d'informer les partenaires sociaux au niveau national des accords négociés en entreprise. Donc, il faut adresser les accords négociés dans l'entreprise à la commission paritaire qui gère l'observatoire que je viens de vous indiquer. Alors, pour alléger vos contraintes, et puisque nous attaquons les sujets en matière de négociation collective et de rédaction d'accords collectifs dans Isidore, on va créer un web service qui vous permettra de pousser dans une base documentaire que nous gérons, les accords que vous aurez signés. Je reviens très rapidement sur l'accord ENAO de 2018, accord du 18 juin 2018. Des informations vous ont été délivrées assez rapidement après la signature. On n'avait pas informé rapidement dans les notes que nous avons adressées du point mensuel et de la valeur mensuelle. Donc les choses ont été calibrées. Je vois que j'ai des points et des virgules sur
sur cette valeur mensuelle, je m'en excuse, sur le diaporama. Donc voilà, il n'y a pas eu de questionnement sur le sujet, peut-être deux, trois questions de ci, de là, sur des grilles anciennes, puisque nous avons travaillé l'ensemble des grilles des sections 1 à 7, et donc 3 à 7 concernant le champ de l'enseignement catholique. 3 à 7, donc les psys, les enseignants hors contrat et sous contrat simple. Donc là, il y a des petites redécouvertes de ces grilles-là, et on a posé une question en région PACA, que je vais y répondre dans la journée. Je reviens sur un sujet qui était une forte actualité l'année passée sur le maintien de salaire. On a encore pas mal de questions, et à titre personnel, ça m'intrigue un peu, dans la compréhension de ce que nous avons voulu faire dans la section 9 de la convention collective de PNL. On a des difficultés de calcul du maintien de salaire, des incompréhensions qui ont poussé certaines organisations syndicales à poser des questions en commission paritaire nationale sur le fait qu'il n'y avait pas de maintien de salaire à 100%. Donc on a fait une réponse assez ferme sur le sujet, rappelant aussi que la subrogation était généralisée, que nous avions fait une calculette dans Isidore pour avoir une vision claire des choses en cas de basculement de prévoyance. Donc là, je comprends qu'il y ait des modifications dans l'approche même des sujets. Je ne comprends pas bien les difficultés en termes de trésorerie que ça peut générer. Je sais que les organismes de prévoyance ont eu quelques soucis en matière de gestion, mais voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter. S'il y a un problème avec les organismes de prévoyance, n'hésitez pas à nous solliciter, Dorothée Bernard, moi-même, ou sur une adresse EEP prévoyance à branche, prévoyance à branche EEP, que vous trouverez sur le site de la FNOGEC, pour qu'on comprenne quelles difficultés vous avez. Et en règle générale, quand il y a des dossiers qui traînent, il vaut mieux passer par nous, parce qu'au final, vous savez que nous sommes les souscripteurs et qu'il est plus facile pour nous de peser sur les services de gestion des opérateurs. Donc comptez sur nous. Dans le diaporama de rentrée, nous souhaitions rappeler certains éléments liés à la valorisation de la formation professionnelle. Je vais vite passer sur le sujet, mais il y avait encore quelques petits questionnements, donc il était important que de rappeler ces éléments essentiels qu'on a on a tendance à oublier. Je vais pas revenir dessus, et plutôt insister sur un rendez-vous que nous avons dans une analyse bilancielle sexennale, hein, rendez-vous 2020 sur les 6 ans d'application de l'entretien professionnel. Si vous avez des questions, encore une fois, sur les sujets, n'hésitez pas à nous solliciter, mais le rendez-vous en 2020 doit être honoré. Il y a une obligation de tenir ces entretiens professionnels, il y a une obligation d'organiser les départs en formation, notamment avant cette date. La loi du 5 septembre a corrigé un peu le tir sur l'analyse bilancielle des entretiens professionnels et des obligations liées à cet entretien, mais je vous alerte sur le fait que dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, c'est désormais les URSSAF qui vont contrôler si vous avez réalisé vos obligations en la matière. Ça risque de changer un peu la donne. Donc attention, entretien professionnel à tenir, formaliser les départs, et que cela ait des conséquences, notamment en termes financiers. Donc ça répond en partie à la diapo précédente. C'est un vrai sujet. N'hésitez pas à nous solliciter pour des formations, pour des questions que vous pouvez avoir sur le sujet. C'est lié à d'autres questions financières et d'accès à l'information pour le départ en formation.
Nous avions fait en avril 2018 de mémoire un webinaire sur la formation professionnelle auquel on fait référence régulièrement lorsqu'on nous sollicite sur des sujets. Je vous y renvoie, hein, puisque tout était dit à ce moment-là. Il y a eu des moyens financiers développés pour cette année 2018. Donc profitez-en, vous avez encore 2 mois ou un bon mois et demi pour initier des formations qui seront financées. Parce que cette année, c'est une année exceptionnelle et on vous l'a expliqué à ce moment-là et sur plusieurs supports, une année exceptionnelle parce qu'on a bénéficié de fonds et des réserves qu'on a pu mobiliser. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Il y a de l'argent, à condition, bien entendu, que ça soit une action de formation. Une action de formation, ça a une définition légale. Je vous renvoie à l'arc-boutant qui est sorti cette semaine, de mémoire. L'action de formation, c'est une action de formation qui, en règle générale, ne concerne que 10 ou 15 salariés, qui nécessite, bien entendu, un projet, un programme, et des modalités sinon de sanction, en tout cas d'évaluation des compétences acquises tout au long de la formation. Une formation à 250 personnes, qui se finit par un pot de l'amitié, certes, n'est pas une action de formation au sens du Code du travail. Donc là, on ne peut pas prendre en charge une telle action de formation. De même, une action de formation sur un produit, et notamment un logiciel, n'est pas en lien avec la définition qu'on a dans le Code du travail. Je sais que par le passé, ce fut le cas. Je sais que par le passé, il y a eu ce qu'on peut imaginer être quelques dysfonctionnements au regard des difficultés d'ailleurs de financement que cela a conduit. En tout cas, une action de formation répond à des obligations légales, réglementaires et conventionnelles. Et donc, on ne peut pas financer tout et n'importe quoi sur des fonds mutualisés, surtout quand ceux-ci ont été réduits de 50%. Je vous renvoie au webinaire du mois d'avril 2018. Ceci étant, nous avons des réserves qui peuvent financer des actions de formation, d'adaptation ou de développement de compétences. Je vous invite à aller sur le site Espace Formation et le catalogue dédié enseignement privé, l'espace formation, les plus gros consommateurs de ce type de formation chez Opcalia. L'enseignement privé correspond à 30 ou 40% des actions collectives que nous avons développées, grâce à vous, hein, parce que le catalogue a été développé grâce à vos demandes. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse créer pour vous, avec vous, des actions dédiées sur un territoire, pour des populations déterminées, pour des besoins nouveaux. Surtout, n'hésitez pas. Catalogue formation ou action en réseau, je ne vais pas le développer, mais on est dans cet esprit-là. Fluidité, accès à l'information, et donc et de créer au plus près de vos besoins ce genre d'action de formation. Donc, moi, j'avais dit il y a peu de temps, j'étais lassé qu'on me dise qu'il n'y avait pas d'argent et qu'on avait des difficultés à accéder au catalogue formation. En règle générale, les gens qui me disent ça, c'est qu'ils ne connaissent pas les capacités que nous avons. Et donc, si on ne trouve pas une formation dans l'espace formation, moi, ça me pose un certain nombre de questions. Et donc, si vous ne les trouvez pas, peut-être que ça peut arriver dans certains territoires, sollicitez-nous et nous, on pourra les organiser à votre place et solliciter les organismes de formation si leur proposition n'est pas suffisante. J'ai parlé tout à l'heure de la journée sociale que nous avons réalisée le 1er octobre dernier. Parmi les sujets que nous avons abordés, il y avait bien entendu la réforme de la formation professionnelle que je viens d'esquisser tout à l'heure, mais aussi une grosse séquence sur la GPEC et aussi la restructuration des établissements. Donc je vous invite à vous reporter au diaporama qui est accessible sur le site de la FNOJEC et sans doute sur les sites des organisations composant le collège employeur. Nous avons réalisé des vidéos et
Et donc les vidéos vont être déposées sur le site de l'AFNOJEC assez rapidement. Un petit problème de montage. Donc on aura sans doute d'ici une quinzaine de jours les vidéos. Donc ça vous permettra de suivre ces logiques de formation GPEC, etc. Je vous invite également à vous reporter aux fiches réalisées par Aurélie Delgove, qui est notre coordinatrice emploi et compétences, des fiches qui vous permettent sur un certain nombre de métiers d'avoir quelques solutions opérationnelles pour envoyer les salariés en formation, parce que là encore on nous dit qu'il y a des difficultés ou qu'il y a des difficultés de financement, on ne sait pas quoi, en gros on ne sait pas où envoyer les salariés en formation. On vous propose certaines fiches qui vous permettent quand même dans le cadre des entretiens professionnels, d'offrir un certain nombre de solutions. Je passe du coq à l'âne, il est 14h04 et Thomas me dit qu'il y a encore peu de temps, 10 minutes. Ah oui, c'est vrai. Et donc je vais finir là, je vais pas revenir sur la prévoyance, vous avez l'ensemble des informations dans le diaporama sur le taux d'appel pour 2019, où on arrive en 2019 à une certaine stabilisation après 6 ou 7 ans de résorption des réserves, avec des divisions par 5 d'appels de cotisation, on s'en souvient. Il faut s'en souvenir, hein, parce que c'est. Et donc là, aujourd'hui, on arrive à un taux d'équilibre, et en fait, on paye le juste prix de la prestation. Et chaque année, on analyse et on étudie la sinistralité des régimes, la prévoyance des enseignants et la prévoyance des salariés, et donc on essaye de fixer au plus juste prix et au regard du coût et de la sinistralité, et un peu de prospective aussi, les taux de cotisation. Donc, mais normalement, on arrive à la stabilisation, il ne devrait pas avoir d'à-coup dans les années à venir, sauf si, bien sûr, il y a une évolution en termes d'incapacité et d'invalidité, comme on a pu le noter ces deux dernières années. Juste prix, c'est le principe que nous avons en gestion du régime EEP Santé. Dans la marge, j'ai mis régime piloté. C'est la marque aussi d'une implication des organisations syndicales et patronales dans le fonctionnement de ce régime. C'est un régime qui dégage des bons résultats. Alors en matière de santé, les bons résultats d'hier peuvent ne pas figurer les bons résultats de demain, donc il faut être raisonnable dans l'évolution des garanties. Mais là, cette année, nous avions des marges de manœuvre pour augmenter les garanties à un tarif constant. Donc c'est ce que nous avons fait dans un accord qui vient d'être signé. Et alors la question est toujours la même, c'est sur quoi on travaille. Est-ce qu'on travaille sur les dépenses les plus courantes ou les plus exceptionnelles avec un gros reste à charge? La commission paritaire a choisi la deuxième option, préfère accompagner des dépenses, notamment sur les prothèses dentaires, pour donner un complément de pouvoir d'achat. Intervenir pour prendre en charge des dépassements d'honoraires chez les médecins généralistes ou spécialistes n'a pas trop de sens dans une politique de santé et de modération tarifaire. Pas de sens parce que voilà, on milite pour la modération tarifaire, et pas de sens parce que au final, ça entraînerait une augmentation de prise en charge de 20 centimes par acte, alors que en raison de la récurrence de ces dépenses, alors qu'il y avait une autre option qui était quand même plus intéressante, c'était de travailler sur des actes plus réduits dans leur volume, et ce qui nous donnait des bases de remboursement plus importantes. C'est ce qu'on avait fait pour les prothèses dentaires, avec une augmentation de 100 € par prothèse. Il y a une alerte régulière sur l'orthodontie, et on me dit que l'orthodontie est mal prise en charge. En règle générale, quand on prend le montant de prise en charge que bien souvent on ne connaît pas, et les tarifs pratiqués sur l'ensemble du territoire, on n'est pas dans un écart si important que ça. Donc encore une fois, si jamais vous avez des difficultés en interne, à titre personnel, ou chez les salariés qui ont des enfants, etc., des ados plutôt, n'hésitez pas à nous appeler, à nous alerter
pour qu'on puisse corriger le tir le cas échéant l'année prochaine pour une prise en charge plus importante sur leur tournée aussi. Vous avez vu des forfaits médecine douce et des primes de naissance, etc. Je passe sur le sujet. Vous avez reçu la lettre EP Santé qu'on vous a adressée la semaine dernière de mémoire. Alors, on a pris notre petite calculette, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, là, en vous donnant des exemples de remboursement sur les 3 options. Passez un samedi matin à faire ça, donc lisez-la s'il vous plaît. Augmentation des prestations, des augmentations raisonnables de tarifs qui sont un peu inférieures à ce qu'on peut imaginer dans l'évolution du plafond de sécurité sociale. On annonce un plafond de sécu qui va augmenter à 2%. Donc là, on est sur une base à 1,20, 1,30 parce que nous avons tarifé, nous avons arrondi les tarifs, voilà, pour une meilleure lisibilité, surtout avec la création de l'option 3. Je vous alerte en gestion sur le fait que la condition d'ancienneté de 4 mois disparaît à compter du 1er janvier 2019. Donc tous les salariés doivent être affiliés à compter du 1er janvier 2019. Vous pouvez pas anticiper. C'est comme, j'ai pas d'avis sur le sujet, mais on m'a posé la question de savoir si on pouvait anticiper cette mesure et généraliser l'affiliation au 1er jour. Moi, j'ai pas d'avis sur le sujet. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, c'est dans la logique des choses et qu'à 3 mois, on ne va pas vous faire un procès parce que vous avez affilié les salariés plus tôt. Donc, pas de problème pour moi. Par contre, on peut imaginer que ça, c'est un usage ou un engagement de l'employeur. Et donc, dès lors que c'est un engagement de l'employeur, il faut que ça soit pour tous les salariés et pas isolé le cas et la situation d'un salarié plutôt que les autres. Donc, collectivité. Le collectif prime. L'accord EP Santé est mutualisé, il est solidaire, et donc il y a une partie des cotisations qui financent la solidarité. Et cette année, nous avons décidé de mettre le paquet sur les salariés en CDD et de leur permettre d'avoir une exonération totale de leur contribution salariale. Donc voilà, c'est un pari de la commission EP Santé. Je sais que certains établissements estiment que c'était pas une orientation normale, en raison sans doute d'un recours au CDD très important. Donc voyons ce que ça peut donner cette année. Là encore, si vous voyez qu'il y a des dysfonctionnements, vous voyez s'il y a des incompréhensions, ou des difficultés, ou une augmentation de charges trop importante, n'hésitez pas à revenir vers nous. Les CDD, c'est gratuit, entre guillemets, ou en tout cas financé par la solidarité. Par contre, les dispenses d'adhésion fonctionnent toujours et un CDD peut très bien se dispenser d'adhésion. Je vous alerte sur les dispenses d'adhésion. On reçoit chaque jour des lettres d'observation des URSSAF qui commencent à faire leur boulot en termes d'analyse des dispenses d'adhésion. Et là, on a reçu un redressement sur 800 € pour l'année 2016 et 1300 € pour l'année 2017, s'agissant de 4 salariés. Donc voilà, c'est la cotisation non payée multipliée par 1,5 qui est due aux URSSAF, dès lors qu'on n'arrive pas à prouver à l'inspecteur du redressement que les salariés bénéficiaient d'une dispense d'adhésion. D'où la nécessité de les suivre, et notamment dans le cadre d'Isidore, qui, de manière très fluide et simple, vous permet d'identifier les situations dans lesquelles ils nécessitent une dispense d'adhésion, de les suivre dans leur temporalité, parce qu'il y a certaines dispenses d'adhésion qui ne durent qu'1 an, et notamment pour les CDD. Donc, CDD de moins d'1 an, et après on bascule sur une autre dispense. Moi, je n'ai pas la capacité mémorielle de me souvenir des dates de signature de l'ensemble des salariés de la FNOJEC. Et donc, les CDD, je suis incapable de vous dire s'ils sont arrivés le 3, le 4, le 8, le 7 octobre de l'année 2017. Donc, on arrive le 16 octobre 2018. Je ne sais pas s'il y a besoin ou non de solliciter
des dispenses d'adhésion, ou en tout cas la preuve qu'il bénéficie de cette dispense d'adhésion. Donc faites confiance à la machine, et cette machine a un nom, elle s'appelle Isidore. Je reviens sur l'option 3. À la demande de pas mal d'établissements, pas mal d'établissements nous ont demandé de développer l'option 3, qu'ils avaient jusqu'à présent peut-être souscrit ou non pour une offre, dans le cadre d'une offre surcomplémentaire avec un des assureurs. On a basculé cette option 3 donc dans la mutualisation de branches. Tout ça pour assurer aussi une certaine harmonie dans la tarification, parce que les 4 assureurs recommandés vendaient le même niveau de couverture, mais à des tarifs différents. Et il y en avait certains, c'était surtarifé, d'autres sous-tarifés. Donc, on a estimé que c'était notre rôle aussi de prendre en charge ce dossier-là. On n'avait pas tout à fait la même logique il y a 3 ans. Maintenant, les choses ont un peu évolué, et puis la situation dans laquelle nous sommes nous rend un peu moins suspicieux. Donc on a décidé de mutualiser cette option 3, ce qui entraîne pour certains d'entre vous une augmentation de tarif d'1 euro sur la, je pense par exemple au Pays de Loire, par rapport à l'offre qui pouvait vous être faite par un assureur. Mais là, on peut estimer qu'on était dans une sous-tarification, donc en fait, de toute façon, le coût aurait été augmenté, sans doute par cet assureur qu'on accompagne. Et donc c'est ce qu'on a mis entre guillemets pour sortir d'un certain déficit. La formule est peut-être un peu rapide, je m'en excuse. Il y aura sans doute des cotisations, des problématiques liées à la cotisation famille ou de l'incompréhension du texte que vous voyez sous vos yeux. Là, on est à votre disposition. C'est un sujet complexe. Encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter. Là, c'est un besoin particulier. Il y a des solutions spécifiques à prendre en charge établissement par établissement. Donc là, on vous propose des solutions opérationnelles personnalisées. Thomas me fait des grands signes. Il est 14h15. Comme d'habitude, j'ai trop parlé. Je vous invite à... Donc, on a reçu des questions. Une petite dizaine de questions. Donc, vous avez laissé vos adresses mail. Pardon ? Une quinzaine de questions. Une quinzaine de questions. Alors, on va traiter ça. Je suis désolé, je m'étais promis de ne pas dépasser. Alors, ça va, il est encore 14h15. Par contre, je ne vous ai pas laissé parler, mais ça, c'était un peu habituel et je m'en excuse. Par contre, j'essaie de vous répondre très rapidement à titre personnel pour les personnes qui ont posé des questions. Si les questions méritent, entre guillemets, toute question mérite d'avoir une réponse à une certitude, mais mérite d'être partagée, on verra comment on partage grâce ou à l'appli ou à des adresses mail. Merci de votre attention. Désolé pour ces problèmes de timing et de prise de parole un peu trop longue. Merci beaucoup à Thomas de son aide, de son appui. Merci de votre écoute et à très bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition.